le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 19 octobre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel partiellement nuageux sur Bamako, où le mercure ne devrait pas descendre sous la barre des 23 degrés affichés en ce moment pour une maximale de 36 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin à New York, le Conseil de sécurité examine le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation du Mali. Le document évoque la transition en cours, la sécurité, l'accord pour la paix et la réconciliation, le mandat de l'aménagement, les droits de l'homme ou encore le dossier des soldats ivoiriens illégalement entrés au Mali. Sur tous ces points, le chef de la diplomatie malienne a apporté des réponses qui s'imposent et présenté les avancées enregistrées. Vous allez pouvoir suivre Abdoulaye Diop dès le début de cette édition. Autre volet de l'actualité nationale, hier c'était le deuxième jour des travaux de la conférence sociale sur le travail avec la mise en place de 3 groupes de travail. Ces groupes sont répartis en 3 thématiques qui sont la liberté syndicale, le dialogue social et la politique salariale. La synthèse des travaux de ce forum qui a pour but de favoriser l'élaboration et la signature d'un pacte de stabilité sociale pour notre pays. La chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi, Agibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui au réseau Sahel Désertification qui appuie une société civile organisée dans le domaine de la lutte contre la désertification. Enfin, en sport, l'actualité est dominée par le football où nos représentants en compétition africaine des clubs connaissent leurs adversaires au terme du tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération effectué hier. Et puis les Aigles Espoirs, autrement dit les moins de 23 ans, jouent ce week-end contre le Rwanda. Cette page sport sera développée par Aliou Matina. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais en titre, à New York, le Conseil de sécurité examine le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation au Mali. Le document évoque la transition en cours, la sécurité, l'accord pour la paix et la réconciliation, le mandat de l'aménagement, les droits de l'homme ou encore le dossier des soldats ivoiriens illégalement entrés au Mali. Sur tous ces points, le chef de la diplomatie malienne a apporté des réponses qui s'imposent et présenté les avancées enregistrées. Nous l'écoutons à Abdoulaye Diop. Le rapport sous examen, cependant, aurait gagné, Monsieur le Président, en objectivité s'il informait davantage sur les efforts et les progrès réalisés par le gouvernement dans le cadre de la sécurisation du territoire national et aussi de la protection des populations civiles. Depuis le mois de décembre 2021, les forces de défense et de sécurité du Mali ont lancé des grandes opérations militaires qui ont permis de détruire d'importants sanctuaires terroristes, d'opérer des saisies importantes d'armes, de munitions et de matériel de guerre, de libérer plusieurs localités et de favoriser le retour de personnes déplacées dans leur foyer. Cette montée en puissance des forces de défense et de sécurité est une réalité tangible, fortement appréciée par les populations. Sur la question des droits de l'homme, je me réjouis de la baisse constatée des cas d'atteinte aux droits humains sur la période couverte par le rapport. Cependant, contrairement à des allégations sans fondement et entretenues à dessein, les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cependant, je le redis avec force, le gouvernement du Mali reste fermement opposé à l'instrumentalisation et à la politisation de la question des droits de l'homme à des fins de déstabilisation, d'intimidation ou de chantage. Au demeurant, il est tout aussi regrettable de constater que certains mécanismes des Nations Unies, mis en place soi-disant pour aider les pays en crise, fassent l'objet des mêmes instrumentalisations par des influences extérieures. Dans ce chapitre, le gouvernement du Mali constate avec regret que le groupe d'experts des Nations Unies sur les sanctions concernant le Mali, créé par la résolution 2374-2017, outrepasse de plus en plus son mandat, tant dans la substance des événements examinés que dans sa zone d'opération, qui est exclusivement limitée aux régions du nord de notre pays qui sont concernées par la mise en œuvre de l'accord. Le gouvernement a toujours coopéré et de bonne foi avec les mécanismes relatifs au régime des sanctions, notamment le comité des sanctions, avec lequel nous entretenons une bonne relation. Toutefois, nous envisageons de réévaluer notre coopération avec le groupe d'experts à l'aune du respect par celui-ci
des termes précis de son mandat. Certains membres du Conseil ont aussi évoqué le dossier de l'arrivée illégale et sans autorisation de militaires venus de la Côte d'Ivoire et lourdement armés. Je note avec regret que le rapport du secrétaire général, malheureusement, omet encore une fois de faire référence à la note verbale MINUSMA /PORT/NV/226/222 en date du 22 juillet, par laquelle la mission elle-même établit clairement qu'il n'y a pas de lien entre la mission et les 49 soldats qui sont arrivés sur le territoire malien. Donc la justice malienne est donc saisie de cette affaire qui ne concerne pas les Nations Unies. Mais malgré les dysfonctionnements et les manquements qui ont été reconnus à la fois par les Nations Unies et la Côte d'Ivoire, le gouvernement du Mali s'est toujours dit ouvert à une solution politique, à une solution diplomatique, notamment à travers la médiation du président de la République togolaise, dans l'esprit des relations fraternelles et de bon voisinage qui ont toujours caractérisé le Mali et la Côte d'Ivoire. Nous sommes des pays frères avant tout. Nous allons rester avec le chef de la diplomatie malienne, par lequel le Mali réitère sa demande d'une session spéciale du Conseil de sécurité pour présenter ses preuves concernant les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de son espace aérien par les forces françaises. Nous écoutons le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il est surprenant que dans le cadre du récit factuel, le rapport du secrétaire général ait passé sous silence la saisine du Conseil de sécurité par le Mali le 15 août 2022 pour ce qui concerne les tentatives de déstabilisation et les violations répétées de l'espace aérien par les forces françaises. Ces actes d'agression d'une extrême gravité qui constituent, vous le savez, une violation de la Charte des Nations Unies, mais aussi une violation du droit international, nous pensons que, mesdames et messieurs les membres du Conseil, que ces actes ne doivent pas rester sans suite et votre Conseil est interpellé fortement au Mali et en Afrique et ailleurs. C'est pourquoi le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles qui sont à l'origine de l'insécurité et des violences contre les populations civiles qui, mesdames et messieurs, attendent du Conseil de sécurité qu'il assume sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le Mali dénonce la guerre par procuration qui lui est imposée, tout comme les manœuvres et les entraves à la tenue de cette réunion spécifique pour la manifestation de la vérité dans cette partie du Sahel. En tout état de cause, le gouvernement du Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, mais aussi conformément à la lettre numéro 0444 MACI en date du 15 août que le gouvernement du Mali a adressée au Conseil de sécurité. Donc le Mali se réserve le droit de recourir à la légitime défense si la France continue à porter atteinte à la souveraineté de notre pays, à son intégrité territoriale et à sa sécurité nationale. Voilà, Abdoulaye Diop à l'instant, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Il intervenait lors de la session du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation du Mali. Sur un autre registre à présent, hier, c'était le deuxième jour des travaux de la conférence sociale sur le travail, avec la mise en place de 3 groupes de travail réunis en atelier. Ces groupes sont répartis en 3 thématiques qui sont la liberté syndicale, le dialogue social et la politique salariale. Les travaux sont supervisés par le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Focus sur les groupes de travail avec une synthèse de Mamadou Fani. Répartis en 3 groupes d'ateliers, les travaux de la conférence sociale sur le travail se poursuivent au CICB. Les travaux se déroulent selon un mandat bien établi pour chaque groupe. Fassoun Koulibaly, directeur national du travail. Les mandats sont des questions qu'on se pose. C'est pour qu'on puisse effectivement, à tout à l'aise, sans discriminer qui que ce soit, pour qu'on puisse avoir des discussions vraiment sereines et pouvoir dégager des solutions qui sont posées. Chaque parti veut défendre ses intérêts. C'est tout à fait logique. Parce qu'en fait,
Au début, au but, c'est pouvoir avoir une position commune et pouvoir s'adresser aux vrais problèmes. Le groupe 1 qui traite la question des libertés syndicales se penche sur les dysfonctionnements constatés dans l'application du dispositif juridique relatif à la création et l'organisation des syndicats. Boubacar Kanté, représentant du CNPM. Nous voulons que l'activité syndicale contribue à l'épanouissement de l'entreprise, au bon fonctionnement de l'entreprise pour permettre à chacun d'avoir sa quote-part dans l'entreprise. Un forum du genre permet aux employeurs et aux travailleurs de surmonter les difficultés, les incompréhensions. Le dialogue est toujours la bienvenue au sein de l'entreprise et c'est ce que nous cherchons à pérenniser. Quant au groupe D, les travaux portent sur le dialogue social et quels sont les facteurs de blocage de ce dialogue social. Abdraman Infatouré, porte-parole des centrales syndicales. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du contour de ce dialogue social. Est-ce qu'il se passe dans les normes? Est-ce qu'il se passe avec les acteurs qu'il faut? Est-ce qu'il se passe dans quelles conditions? La politique salariale est aussi un centre d'intérêt du groupe 3 des travaux. Le cadre institutionnel de gestion des carrières des agents publics, les textes régissant le recrutement dans la fonction publique, l'équilibre du traitement des salaires et comment rendre plus attractifs les départs à la retraite, voilà entre autres sujets débattus par les panélistes. Tous ces travaux se déroulent sous l'œil vigilant du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Radio Mali à Kéniéba et environ 96.5 MHz en FM. Justement, à Kéniéba, une délégation de la Commission de l'éducation nationale, de la culture et de la communication du Conseil national de transition était le week-end dernier à Kéniéba, dans la première région administrative du Mali. Objectif, rencontrer les responsables coutumiers et administratifs du cercle afin de trouver des solutions aux problèmes liés à l'éducation et à la gestion du campement Kibarou. Le récit de nos envoyés spéciaux à Kéniéba, Sokona Kamisoko, Gaussou Touré. Dès sa création en 1970, le campement Kibarou de Kéniéba servait d'hébergement des missionnaires et d'activités artistiques et culturelles. Cette vocation première de l'infrastructure semble être abandonnée au profit d'une autre, peu orthodoxe. Conséquence, elle fait l'objet d'un conflit ouvert entre la structure en charge de la gestion du campement et une association des jeunes. La dernière a donc saisi la commission en charge de la culture du Conseil national de transition, d'où cette mission de la dite commission dans la localité. Magman Gabriel Konaté, président de la commission de l'éducation, de la culture et de la communication du Conseil national de transition. Le cri de détresse de la jeunesse de Kéniéba a été entendu par le bureau du Conseil national de la transition. Nous avons bravé les difficultés qui conduisent à Kéniéba parce qu'il n'y a pas du tout de route. Alors quand nous sommes arrivés, nous avons été agréablement surpris par les autorités qui nous ont ouvert toutes les portes. Aussitôt arrivé, aussitôt à l'écoute des parties en conflit, la commission en charge de la culture du CNT a successivement rencontré les autorités coutumières et administratives du cercle avec comme objectif avoir l'information de première main sur la gestion du campement de Kéniéba. Mahamoud Diko, préfet du cercle de Kéniéba. Étant saisi du dossier, ils ont pris le courage de venir voir ce qui se passe sur le terrain. Et à leur arrivée, on a beaucoup échangé sur le problème. Et Dieu merci, on a pu trouver vraiment une première solution au problème. Des échanges avec les parties en conflit et les autorités locales, la mission du CNT sort bien imprégnée de la situation. Pour ramener l'entente autour de la gestion de l'infrastructure, elle propose Magma Gabriel Konaté, président de la commission de l'éducation, de la culture et de la communication du Conseil national de transition. Nous ne pouvons pas venir avec des solutions toutes faites. Nous avons dit concertez-vous, entendez-vous, comprenez-vous. S'il y a réussite, c'est la réussite de Kéniéba. S'il y a échec, c'est l'échec de Kéniéba. Et nous repartons très heureux parce que aux différentes rencontres que nous avons eues avec les autorités, nous avons souhaité que la présidente du conseil de cercle soit la médiatrice de cette situation qui prévaut au niveau du campement de Kéniéba. Et chose très plaisante, elle a déjà commencé à faire le travail. Par ailleurs, la délégation du CNT a rencontré les responsables en charge de l'éducation du cercle, une rencontre à laquelle la presse n'a pas été conviée. En revanche, coup de projecteur sur la remise d'une trentaine d'ordinateurs au lycée public de Kéniéba
une initiative du Conseil de Cercle qui finance également la construction d'un terrain de basket. Bagaga Fatimata Nene Kamara, présidente du Conseil de Cercle de Kéniéba. La pose de la première pierre du terrain de basket, comme on le dit, est un esprit sain dans un corps sain. Le lycée en a besoin. Quant aux ordinateurs, maintenant, à partir du moment où nous sommes à ce siècle où la technologie est vraiment développée, je me suis vue dans l'obligation aussi de payer des ordinateurs pour le lycée de Kéniéba. L'appétit venant en mangeant, les autorités coutumières sollicitent les pouvoirs publics des réponses à certaines préoccupations essentielles de Kéniéba, parmi lesquelles le manque d'infrastructures routières, éducatives, l'insécurité et le chômage. En attendant de la satisfaction de ces doléances, des prières de bénédiction ont été formulées pour la paix et la stabilité au Mali. Kéniéba, Sorana Kamisugo, Gaoussou Touré pour l'ORTM. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes à présent dans la page sport de cette édition. L'actualité sportive porte essentiellement sur le football. Compétition africaine des clubs, le tirage au sort du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération a été effectué et nos représentants connaissent leurs adversaires. Concernant l'équipe nationale olympique, elle voyage aujourd'hui pour le Rwanda en vue de la rencontre allée du deuxième tour éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans. Le résumé avec Alidou Matina. Sur le continent, ce week-end sera consacré au match aller du deuxième tour éliminatoire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Engagés dans la compétition, les Aigles U23 affrontent au second tour le Rwanda avec un match aller ce week-end à Kigali. La sélection olympique s'envole ce mercredi pour Kigali. Pour la circonstance, le sélectionneur Alou Badra Diallo dit Conti a fait appel à 23 joueurs, 19 locaux et 4 expatriés, qui sont Lassine Diarra, gardien de but évoluant à Châteauroux, en France. Lassine Soumaoro, défenseur qui joue à 3 Ligue 1 françaises. Le milieu de terrain Abdourahmane Alassane Tourié qui évolue en Tunisie avec le club sportif faxien. Et l'attaquant Tiamoko Diarra de Reims, Ligue 1 française. Compétition africaine des clubs, nos deux représentants en Coupe de la Confédération connaissent leur adversaire des barrages autour des cadrages de la Coupe CAF. C'est là à l'issue du tirage au sort. Éliminé en Ligue des Champions, le Djoliba Athletic Club affronte au Phare du Maroc, une équipe également habituée aux joutes continentales et très bien structurée. Par rapport à cette affiche, Ibrahima Diallo a joint au téléphone Baba Sissouma, journaliste, qui donne son point de vue sur l'opposition. Djoliba, Phare de Rabat, les forces armées royales du Maroc, c'est un match très équilibré, même si les Phares ont la chance de jouer la manche retour à domicile, parce que le Djoliba était recalé de la Ligue des Champions. On sait que les Arabes à domicile sont assez costauds. Les Phares ont éliminé l'Ashanti Gold de la Guinée en Coupe de la Confédération. Les Phares ont d'ailleurs gagné la manche aller et la manche retour. Donc c'est déjà un signal pour le Djoliba qui quand même jouait à un niveau supérieur à la Ligue des Champions. C'est un match à couteau double. Il va falloir faire le plein à Bamako avant la manche retour. Donc le Djoliba quand même a sa chance dans ses crampons. Les Rouges de Bamako accueillent la manche aller le 2 novembre prochain avant de se déplacer au Maroc pour jouer le match retour le 9 novembre. Quant à l'AS Real de Bamako, elle joue contre Royal Léopard d'Eswatini. Comment se présente cette rencontre? Écoutons toujours l'analyse de Baba Sissouma, directeur de publication du journal Match. Royal Eswatini AS Real, et disons que par rapport à la philosophie de jeu, l'équipe de Swatini est tombée à la porte de la Ligue des Champions. Elle a été éliminée par Coton Sport du Cameroun. Donc l'AS Real doit quand même se remémorer et être beaucoup plus efficace. Il y a une petite chance quand même du côté de l'AS Real qui va recevoir la manche retour à domicile. Donc pour le Real, il faudra d'abord bien voyager afin de capitaliser cela à domicile. Donc je dirais que l'adversaire du Djoliba a un niveau beaucoup plus élevé que l'adversaire de l'AS Real. Mais à ce niveau de la compétition, je crois qu'il va falloir savoir raison garder. Contrairement au Djoliba Athletic Club, l'AS Real jouera son match aller à Eswatini en Baban.
À un mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, certains joueurs sont d'ores et déjà forfaits pour le rendez-vous mondial. Cela pour cause des blessures. Il s'agit entre autres des Français N'Golo Kanté et Boubacar Kamara, des Portugais Diogo Jota et Pedro Neto, le Néerlandais Jorginho Wijnaldum, l'Anglais Reece James. Par contre, d'autres joueurs blessés pourraient être rétablis avant la compétition mondiale, tels que Paul Pogba, l'Uruguayen Ronald Araujo, l'Argentin Paulo Dybala, le Brésilien Richarlison, l'Allemand Leroy Sané, l'Espagnol Koke et le Portugais du Paris Saint-Germain Danilo Pereira. Voilà, c'était la page des sports. À présent, la chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement, le réseau Sahel Désertification appuie une société civile organisée dans le domaine de la lutte contre la désertification. Ce réseau offre une réponse collective et concertée, favorisant un rapprochement des acteurs de la lutte contre la désertification et la gestion durable des terres. Les membres de ces plateformes sont actifs depuis de nombreuses années sur le registre de la lutte contre la désertification au Sahel. Et aussi, les interventions de ce réseau sont axées sur le renforcement des capacités, l'accompagnement d'initiatives de gestion durable de la terre sur le terrain, le plaidoyer et la mobilisation de l'opinion publique. La chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Le réseau Sahel Désertification est un réseau qui rassemble 4 plateformes nationales de la société civile. Cette initiative agit pour la lutte contre la désertification et l'amélioration des conditions de vie des populations des territoires ruraux du Sahel. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. C'est un réseau qui a été créé par une ONG de Paris, le Centre d'action et de réalisation internationale. C'est un réseau qui regroupe les organisations de 3 pays du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger, en plus de la France, bien sûr. Toutes les interventions de ce réseau sont orientées vers le Sahel. Sako Alima Malé, secrétaire permanente de Refait Mali. C'est le réseau Sahel Désertification. C'est un projet d'appui à la société civile pour un déploiement de la gestion durable des terres dans les territoires sahéliens. Le RESAD répond aux besoins d'organisation de la société civile agissant au Sahel dans le domaine de la désertification. Il mutualise les expériences de centaines d'acteurs pour construire une expertise méthodologique permettant leur renforcement, leur mobilisation et l'amélioration de leurs actions. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. Le réseau intervient essentiellement dans le domaine de la lutte contre la désertification, la dégradation des terres, pour permettre aux populations de faire face aux défis de la désertification et de la dégradation des terres, surtout dans ce contexte de changement climatique. Des cadres internationaux permettent aux décideurs politiques de discuter des enjeux environnementaux de leur pays et d'aboutir à des accords communs pour y faire face. Le RESAD, regroupant 4 plateformes de plusieurs centaines d'ONG, se positionne comme interlocuteur légitime de la société civile auprès d'eux. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. Le réseau existe au Mali, mais à travers d'autres organisations, notamment les ECOSA. C'est les ECOSA qui assurent le point focal du réseau en question, qui représentait le réseau RESAD au Mali. Et donc, c'est après le RESAD qu'est venu le REFAD du Mali pour assurer la représentation du RESAD au Mali. Donc, le REFAD devait désigner aussi un point focal qui a en fait la branche technique qui est chargée de la mise en œuvre de toutes les activités. L'animation du réseau dans les pays et entre les pays est la clé de voûte de son appropriation par les membres. Kouyaté Goundo Sissoko, chargé de liaison du RESAD au Mali. L'animation de ce réseau se fait à partir d'un programme initié par la coordination générale qui est basée en France au niveau de l'ONG CARI. Il y a une première phase dénommée RESAD 1. Il y a une deuxième phase qui s'est intitulée RESAD 3 et nous sommes actuellement à la 3e phase. Il y a d'ailleurs pris fin. Notons que le RESAD forme ainsi le seul réseau organisé de la société civile francophone, actif au Sahel dans les cadres politiques de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification et l'initiative pour une grande muraille verte au Sahara et au Sahel. Voilà, à cette heure passée de 25 minutes à Ourikila se referme cette édition.
La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Aoulou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos 13h. Vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Keita, les avis et communiqués avec Doudou Tembili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsir Diabaté. Excellente suite de programme sur l'ORTM.